Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinécure épisode 17. Tous les premiers mercredis du mois, je vous propose 4 films sans limite de genre ni d'époque, à la seule condition qu'ils soient visibles en VOD ou en streaming. Comme je vous l'ai annoncé le mois dernier, cette année je vais essayer de relier les 4 films que je vous propose chaque mois avec une sorte de fil rouge. Si vous avez écouté l'épisode 5 de Cinexplore, où j'ai eu le plaisir de discuter avec David Honora, entre autres de la chaîne Calmos, vous saurez que David, en plus d'être cinéphile, est aussi un passionné de football. Une cohabitation qui peut paraître étonnante au premier abord, mais que je retrouve souvent chez bon nombre de cinéphiles. Je pense notamment, mais pas seulement, à Vincent Duluc, grand reporter à l'équipe, mais aussi auteur de quelques bouquins sur le cinéma. Rien d'anormal quand on est supporter de l'Olympique de Lyon, me direz-vous. Rien de surprenant en effet quand on se souvient que le cinéma est avant tout un art populaire qui a pour but de nous faire nous évader pendant quelques minutes en nous plongeant tout entier dans un monde que l'on ne connaît pas, que l'on ne comprend pas nécessairement, ou bien au contraire, que l'on parcourt et pratique régulièrement et que l'on prend plaisir à retrouver sur, de préférence, grand écran. Rien d'anormal en définitive à retrouver dans les salles obscures les fans de sport en général et de football en particulier. Paradoxalement, on ne trouve pas beaucoup de bons films sur le football, mais il y a quelques films excellents qui parlent de sport et c'est du coup le fil rouge que j'ai choisi pour ce nouvel épisode de Cinécure. Pas d'affolement cependant, si vous n'aimez pas particulièrement le sport, ne partez pas, parce que ce fil rouge est, vous vous en apercevrez bien vite, un prétexte pour parler de la vie, de sa dureté parfois, des apprentissages qu'elle charrie. C'est d'autant plus vrai qu'il se trouve que les 4 films d'aujourd'hui sont américains et parlent qui plus est de sports qui sont globalement plutôt méconnus de ce côté-ci de l'Atlantique. On va commencer par le baseball, à travers la rencontre d'un enfant pas tout à fait fait pour ça et de ce sport particulier qui porte en lui beaucoup de l'identité des Américains. Puis on ira faire un tour du côté des terrains de football américain pour parler vieillissement et compréhension du monde qui nous entoure. Après quoi on s'arrêtera dans les patinoires miteuses des années 70 aux côtés de Paul Newman pour discuter stratégie. Ce petit tour d'horizon prendra fin quelque part entre la Californie et Le Mans pour témoigner de la surpuissance de Ford au mi-temps des années 60. J'espère que vous êtes prêtes et prêts à entendre la foule hurler, à bouffer la feuille de match et à faire vrombir le moteur parce que ça va secouer. Allez, c'est parti! The Sandlot, titre français Le Gang des Champions, de David Mikey Evans, durée 1h41. Alors qu'il vient d'arriver en ville, Scotty Smalls, un garçon plutôt gauche et timide, tente de s'intégrer au sein d'un groupe de gamins obsédés par le baseball. Relativement méconnu, du moins il me semble, en France, The Sandlot, le gang des champions en français, est un énorme classique aux US, à peine plus confidentiel que Les Goonies. Sorti en 1993, le film s'inscrit dans cette mouvance des films d'enfants, qu'ils soient feel good, comme Les Goonies justement, ou bien pas du tout, comme Stand By Me. La structure du film est ultra simple, rien n'est véritablement très compliqué, mais le film fonctionne et roule parfaitement bien. La raison de cette réussite réside, à mon sens, dans sa capacité à illustrer l'imagination débordante de ce groupe d'enfants. Je m'explique. Dans n'importe quel autre film, on aurait du mal à célébrer le fait que la ville dans laquelle prend place l'action n'existe pas vraiment une fois qu'elle n'est plus à l'écran, ou bien que les personnages semblent écrits avec une fainéantise relative. Pourtant, dans ce film, on prend bien soin de nous caractériser la ville comme précisément impersonnelle et ses habitants comme archétypaux au mieux, clichés dans le pire des cas. En fait, ce parti pris est plutôt malin, parce qu'il prend en compte la manière dont vivent les enfants, complètement dans l'instant présent d'une part, immergés dans ce qu'ils sont en train de vivre sans penser à demain, et en même temps plongés dans un univers unique et qui semble ne connaître aucune limite. Fort de ce constat, le film fait le choix certes évident mais néanmoins bien vu de faire du terrain vague, où l'ensemble des aventures vont se dérouler, la véritable star du film. Logique, puisque c'est le lieu où le groupe se retrouve tous les jours, et donc celui qu'ils investissent de toutes leurs histoires, qu'elles soient réelles ou fantasmées. À ce titre, un voisin qui possède un chien devient un ermite qui cache un monstre, et n'importe quel fait de vie devient une aventure incroyable. Le Sandlot, littéralement le terrain en français, devient un peu la maison, la cabane, le lieu sûr où le groupe se retrouve et dont il sort rarement, sauf pour aller vivre quelques aventures incroyables. Hurry up, batter. It's gonna be a short game and I gotta get home for lunch. That's one. You know, if my dog was as ugly as you, I'd shave his butt and tell him to walk backwards.
the heater. Here it comes. I tell you, strike three, you're up. Hey, is that your sister out there in left field, naked? She's naked. Shut up, Porter! Hey, I'm just trying to have a little friendly conversation. Come on. You think she'd go out with me? Mais surtout, c'est un lieu sacré où nul adulte ne peut pénétrer. C'est un lieu qui leur appartient complètement et rien ni personne ne peut contrôler ce qui s'y passe. La vie réelle, la ville, les habitants, tout semble éloigné de ce terrain vague un peu miteux, parce que trop réel certainement, trop vrai. D'ailleurs, les adultes du film sont en général déconnectés de leur enfant intérieur, très lointains du quotidien de ces enfants et de ce qui les inquiète ou les obsède. Les deux scénaristes, dont l'un est le réalisateur, captent quelque chose d'assez essentiel à mon sens chez les enfants, qui est ce plaisir de la vie en groupe, du partage d'expériences, à un âge où le besoin de s'affirmer en tant qu'individu n'a pas encore frappé à la porte. Chacun des enfants est défini par une spécificité physique ou bien un tic de langage, et c'est suffisant à ce moment-là de leur vie pour vivre dans le groupe. Au niveau du cast, on retrouve des habitués de films d'enfants justement qui ont poursuivi leur carrière avec plus ou moins de succès depuis 1993 et une apparition de James Earl Jones tardive mais très plaisante. La photographie est assurée par Anthony B. Richmond, le directeur photo récompensé d'un BAFTA en 1974 pour Don't Look Now, titre français Ne vous retournez pas de Nicholas Roeg, qui a une carrière pour le moins hétérogène allant de Candyman jusqu'à La Revanche d'une blonde et The Man Who Fell from Earth de Nicholas Roeg, encore lui. Rien à signaler à part une patine destinée à nous rappeler que le film se déroule quelque part dans les 50s, s'en dégage une nostalgie, une mélancolie même, intimement liée à la pratique du baseball comme on pourra le voir à la toute fin du film. Si vous aimez les histoires de groupe, les films d'aventure, et que vous êtes nostalgique ou mélancolique de l'insouciance que vous aviez étant enfant, alors The Sandlot, le gang des champions en français, est fait pour vous. Il est disponible sur Disney+. En 1993, en France, on pouvait aller voir au cinéma Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret, Jurassic Park de Steven Spielberg et La Firme de Sidney Pollack. Any Given Sunday, titre français L'Enfer du Dimanche de Oliver Stone, durée 2h42. Ancienne gloire du club de Miami en particulier et du football américain en général, le coach Tony D'Amato est en proie au doute alors que la saison, déjà catastrophique, est marquée par la blessure de son homme fort, le quarterback Jack Rooney. Moqué par la presse spécialisée, mis sous pression par sa hiérarchie et challengé par une nouvelle génération de joueurs, Tony va devoir réviser sa façon de faire s'il veut pouvoir emmener son équipe au sommet. C'est la marque des grands réalisateurs que de transmettre à travers n'importe quelle histoire les thèmes qui leur tiennent à cœur. Et quand il s'agit de parler de leadership, Oliver Stone se pose là. Son film de guerre, Platoon, son péplum Alexandre et son film sur George W. Bush en attestent, Stone est obsédé par l'histoire avec un grand H et la place des hommes dans cette histoire, en particulier ceux qui décident, ceux qui mènent les batailles. On peut aimer son style ou pas, pour ma part j'y suis assez sensible, on ne pourra pas nier que le leadership a toujours infiltré ses films, même les plus difficiles d'accès. C'était donc une question de temps avant que Stone ne s'attaque au sport en général et au poste d'entraîneur en particulier. La figure du coach sportif a donné au cinéma de très grands films, on pourrait même dire que c'est un marronnier du 7e art, et un joli miroir tendu au réalisateur qui pourrait être envisagé comme l'entraîneur d'une équipe d'acteurs et de techniciens qui vont l'aider à réaliser le film. Ici, cette figure est incarnée par un Al Pacino incandescent, en chute libre, qui cherche à trouver ses repères dans un monde qui lui échappe et dans un sport qu'il comprend de moins en moins. Justement, ce sport, c'est le football américain. Un choix plutôt casse-gueule et qui aurait pu mettre le film en danger puisqu'il n'est non seulement pas pratiqué ailleurs qu'aux États-Unis professionnellement, mais qu'il est en plus assez compliqué à comprendre avec des enjeux parfois flous pour le ou la novice. C'est pourtant de cette apparente faiblesse que naît toute la force de Any Given Sunday, l'enfer du dimanche en français, puisque Stone va choisir de nous plonger au cœur de l'action dès le début du film et fait le pari que son public sera capable d'apprendre les rudiments de ce sport si particulier sur le tas, en prenant donc bien soin de ne jamais rendre cela indigeste. Avec cette connaissance de base, on va pouvoir traverser le film et comprendre les enjeux sur le terrain. En dehors du terrain, Stone n'a pas besoin de nous guider longtemps, tellement son cast est lumineux et sa direction d'acteur semble limpide. Les rapports de force s'illustrent plus facilement quand c'est Jamie Foxx, Dennis Quaid, Aaron Eckhart, Cameron Diaz, James Woods,
Matthew Modine ou Charlton Heston qui les interprètent. Tout ce petit monde entoure Al Pacino, véritable axe central du film et qui met chacun des acteurs à sa place. Ils sont superbement dirigés et insufflent ce qu'il faut de vie, de rage et de colère parce qu'il est clairement question de rage de vivre, parfois même de rage de survivre. La force du film est d'opposer ce vieux lion à un jeune loup, une histoire 100 fois vécue et 100 fois racontée, mais rarement de cette manière à la fois bling-bling et sombre. Parce que le scénario, écrit par Daniel Pine et John Logan, n'épargne rien du côté extra-sportif, les matchs ayant souvent valeur de révélateur de ce qui arrive en dehors du terrain. Les jeux politiques, l'argent, la célébrité, les tromperies, les trahisons, tout ce bruit revient comme un boomerang chaque jour de match, chaque dimanche, et la force d'un athlète et de celui qui l'encadre, c'est de savoir contenir cette tornade pour la laisser en dehors de ce qui compte le plus, cette nanoseconde où une décision doit être prise qui pourrait changer le cours de l'histoire pour les deux équipes qui s'affrontent. Merveilleuse métaphore de la vie en définitive, le film livre aussi l'un des plus beaux et plus poignants monologues de la carrière de Pacino, en tout cas à mon humble avis, véritable ode à la détermination destinée à galvaniser ses troupes, et je ne résiste pas à partager avec vous, ne serait-ce que quelques secondes de cette merveille. I don't know what to say, really. 3 minutes till the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. Either we heal as a team, or we're going to crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. On pourrait reprocher à Stone ce que l'on a l'habitude de lui reprocher, une esthétique de clip musical, et pour cause, c'est Salvatore Totino qui a assuré la photographie, qu'on a retrouvé depuis sur The Missing, Frost Nixon ou Everest, mais qui à l'époque n'avait pas fait grand chose d'autre que, justement, des vidéoclips. Je trouve personnellement que cet univers visuel fonctionne très bien pour retranscrire le côté over the top dans lequel baigne le récit. Enfin, la musique survoltée ne fait que rajouter à la surenchère permanente d'un monde qui réclame toujours plus d'argent, plus de violence, plus de victoires, plus de spectacles. Si vous aimez les coulisses du sport, que vous n'avez pas peur du mauvais goût des nouveaux riches et que vous appréciez les ambiances survoltées, alors Any Given Sunday, l'enfer du dimanche en français, vous plaira. Il est disponible à la location sur Apple TV pour 2,99 €. En 1999, on pouvait voir dans les cinémas français Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi, The Matrix des sœurs Wachowski et Notting Hill de Roger Mitchell. Slapshot, titre français La Castagne de George Roy Hill, durée 2h03. Reggie Dunlop, le joueur-entraîneur de l'équipe de hockey des Chiefs de Charlestown, apprend que l'usine qui emploie les habitants de cette petite ville va fermer et que, conséquemment, le club va être liquidé. Lâché par son management, déçu et furieux, Reg va redoubler de roublardise pour que les Chiefs, qui végètent tranquillement, gagnent le championnat avec des méthodes parfois questionnables. Cette fuite en avant va l'emmener sur un chemin inattendu. Hi, Jim Carrigan. Dennis, I know that some in our audience don't know the finer points of hockey. Could you tell them, for example, what is icing? Well, icing happen when the puck come down, bang, before the other guys. Mm-hmm. Nobody there, Mm-hmm. My arm comes out, then the game stop, then start up. Mm-hmm. I see. What is high sticking? High sticking happen when
The guy take the stick, and he go like that. You don't do that. You don't do that. Oh, no, never, never. Why not? Against the rules. You're stupid when you do that. Just some English pig with no brain Dennis, at all, What is slashing? Slashing is, like that, And there's a penalty for that? Yeah. And for a trip also, Oh. like that. And for hook, like this. And for spear, like that. All bad. Bad. You do that, you go to the box, 2 minutes by yourself, and you feel shame, and then you get free. The Chiefs are at home tonight against Cyanosport at the War Memorial at 8. Good seats are still available. Vu au premier degré, Slapshot est un petit film gentiment vulgaire et sexiste dans lequel on se demande bien ce que Paul Newman est allé faire. Mais si on prend en considération qu'il est réalisé par le réalisateur oscarisé George Roy Hill, le même qui avait déjà collaboré avec Newman pour The Sting et Butch Cassidy and the Sundance Kid, et qu'on constate en plus que le scénario a été écrit par Nancy Dowd, connue pour avoir aussi écrit Coming Home ou encore Straight Time, on se dit qu'il va falloir creuser un peu plus et chercher à comprendre pourquoi Hill choisit de nous emmener au milieu de cette faune peu recommandable. Très vite, on s'aperçoit que le film a un sous-texte, pas aussi discret que ça d'ailleurs, très social bien sûr. L'usine qui ferme, les ouvriers qui vont être laissés sur le carreau après un énième effet d'annonce, le club qui dépend de la fréquentation qui sera nécessairement en baisse, tout ça est parfaitement habituel en 1977 alors que l'Occident capitaliste semble découvrir la loi du marché. Seulement pour une fois, ça n'est pas exposé grossièrement, en tirant sur la corde sensible pour faire pleurer le chaland. Non, au lieu de ça, le film devient politique et particulièrement intéressant quand on comprend que si la scénariste se moque gentiment de cette bande d'hommes dépassés par les événements pour lesquels elle a au fond certainement un peu de tendresse, elle n'en est pas non plus pour autant crédule, et tape juste et bien sur les véritables commanditaires du système en place. Autrement dit, le film est une critique de la société du spectacle qui semble condamner un certain nombre de pratiques considérées comme décadentes et barbares, mais en autorise et encourage d'autres bien plus dommageables. À ce titre, le choix de la violence que fait Reggie Dunlop pour emmener son équipe au sommet semble très représentative de ce que la société actuelle offre à ses classes sociales les plus démunies, comme le laissent entendre les décors les plus miteux les uns que les autres, en particulier les patinoires pour lesquelles un travail colossal a été fait par James Payne, le décorateur oscarisé de The Sting, déjà en collaboration avec Hill. On quitte alors la comédie potache pour aller caresser la satire et tous les agissements des personnages prennent un autre sens, plus profond et plus gênant. Et plus on gratte, plus ça se complexifie. En dessous de ce discours économique vient s'ajouter un propos sur la libération des mœurs. Petit à petit se dessine un portrait dérangeant d'une certaine Amérique qui semble ne pas saisir que le monde est en train de changer et que la société n'a pas vraiment intérêt à moisir dans ses anciens modes de fonctionnement. C'est illustré notamment merveilleusement bien par le vestiaire du film et particulièrement par celui de Paul Newman. Son personnage, et je ne révèle rien en vous disant cela, bien que sympathique, n'est pas particulièrement éveillé sur les questions de diversité en matière de sexualité. Pourtant, il est affublé, dès qu'il n'est pas sur la glace, de tenues toutes plus évocatrices les unes que les autres, qui laissent entendre le contraire. Ces tenues sont l'œuvre de Tom Bronson, lequel participait ici à son deuxième long métrage seulement, mais qui a depuis une filmographie très intéressante qui va de Cobra au Flic de Beverly Hills en passant par Rocky. L'une des grandes forces de Slapshot, titre français La Castagne, est de réussir à parler de ces choses-là sans jamais se départir de son humour et de son étiquette de comédie. Mais c'est une étiquette un peu décollée, une comédie qui vous prend de côté sans jamais vraiment vous regarder en face. Le simple fait que ce film ait été écrit par une femme pendant le Nouvel Hollywood, une période certes novatrice mais caractérisée par le virilisme et la masculinité toxique, une période qui formellement s'est avérée salvatrice mais qui a tout de même réaffirmé pour de bon que le cinéma c'était quand même avant tout une histoire de bonhomme, le simple fait d'avoir, disais-je, un film issu de cette période écrit par une femme en fait une curiosité. À ne pas laisser entre toutes les mains donc, mais à considérer avec un peu plus de respect que ce que votre première impression vous laisserait penser. Si vous aimez l'humour potache qui cache des messages plus profonds, les ambiances viriles de vestiaire et le ridicule qu'elles génèrent, et les personnages un tantinet absurdes, alors Slapshot, La Castagne en français, est fait pour vous. Il est disponible à la location sur Filmo TV pour 2,99 €. En France, en 1977, sortait sur les écrans Nous irons tous au paradis de Yves Robert, Le juge Fayard dit le shérif de Yves Boisset et Annie Hall de Woody Allen.
Ford v Ferrari, titre français Le Mans 66 de James Mangold, durée 2h32. Un duo improbable de pilotes sont mandatés par Ford pour s'attaquer à l'hégémonie de Ferrari dans le monde de la course automobile. Ensemble, ils devront combattre à la fois sur les circuits et dans les bureaux afin d'atteindre leurs objectifs perfectionnistes. C'est une histoire simple en définitive, l'histoire d'une amitié entre deux hommes face à la machine industrielle imparable qu'était Ford. Une sorte d'anomalie quand on y pense, qui résonne avec l'anomalie qu'est ce film en 2019 lors de sa sortie. Ce n'est pas qu'il soit révolutionnaire, ni même incroyablement sophistiqué, mais il y a quelque chose de particulièrement réjouissant à voir une histoire racontée de la manière dont les grands studios l'auraient fait il y a quelques années encore, au moment même où on se questionne sur le média cinéma, sur ses évolutions formelles et celles sur le fond. Cette histoire d'amitié virile, d'entente presque parfaite entre deux profils que tout semble séparer mais qui se retrouvent sur l'essentiel, est aussi une espèce en voie de disparition. Alors ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de verser une larme parce qu'on ne peut plus rien dire, ou bien parce que les hommes n'ont plus leur mot à dire en termes de cinéma. D'abord, la production actuelle démontre très régulièrement que ce n'est pas du tout le cas, mais surtout, il est plus que temps de laisser la place à des récits nouveaux, portés par des voix différentes et divergentes. Ce que je veux dire par là, c'est plus que Ford v Ferrari, Le Mans 66, en français, est un de ces films dont l'existence entre en résonance avec l'histoire qu'il raconte. Et c'est bien normal parce qu'au final, il est question de lutte. De lutte contre les lois de la physique tout d'abord, pour réussir à fabriquer une voiture qui sera plus rapide que les autres, à la frontière du contrôlable, mais aussi et surtout de lutte contre le pouvoir institutionnel de l'une des entreprises les plus puissantes au monde. C'est l'amitié de deux hommes et leur association pour combattre les pouvoirs en place qui va accoucher de l'une des plus grandes réussites sportives jamais vécues. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, même si le titre français et les entreprises dont le nom apparaît dans le titre original ne laissaient pas beaucoup de doutes, qu'il s'agit de course automobile. Un anachronisme de plus pour cette histoire qu'il m'est décidément bien difficile de ne pas rapprocher de la situation de la production cinématographique actuelle. L'histoire aurait pu s'arrêter là et il n'y aurait pas eu grand-chose de plus à dire sur la structure narrative de ce film qui est certes classique mais imparable, sauf que ce serait oublier la mise en scène de Mangold, un réalisateur qui n'a de cesse de proposer des projets ambitieux au risque de parfois les rater. Je pense évidemment à The Wolverine, mais ce coup dans l'eau ne pèse pas lourd aux côtés de Copland, l'excellent remake 3h10 pour Yuma ou encore le surprenant Logan. Cette mise en scène donc, qui n'a de cesse de structurer la relation étonnante entre Carroll Shelby, le constructeur, la tête pensante, le relais avec les huiles de chez Ford, et Ken Miles, le prodige, le génie colérique, qui est le seul à pouvoir réellement contrôler la GT40, le monstre qu'ils ont construit à deux pour pouvoir battre Ferrari dans la compétition reine des 24 heures du Mans. Mr. Ford? You okay? Mr. Ford? You alright? I had no idea. I had no idea. I wish my daddy, he were alive to see this. To feel this. Now, this is not a machine just anybody can get in and easily control. Absolutely not. I had no idea. Now, you want to win Le Mans. You really want to take first place. Ken Miles is the man to do it. Pour les interpréter, deux acteurs au top, Matt Damon, sur lequel il a souvent été de bon goût de taper, alors qu'il est selon moi l'un des artisans du cinéma grand public américain de ces 30 dernières années, et Christian Bale, le plus américain des Britanniques, qui est comme à son habitude excellent et habité. Tous deux incarnent leur personnage à la perfection, alors qu'ils sont souvent en train de ne rien faire en particulier. Il en faut du talent pour accompagner le montage frénétique et la tension qui monte en étant assis au volant d'une bagnole ou pire encore sur le bord de la piste. Leur compagnon de jeu, la GT40 justement, la voiture mythique, la seule américaine à avoir triomphé au Mans, n'est pas en reste. Le travail au niveau du son surtout est renversant, je vous conseille d'ailleurs de regarder le film au casque si vous le pouvez, et il a d'ailleurs été récompensé d'un Oscar. Je ne peux pas ne pas mentionner Josh Lucas que je ne connaissais pas en antagoniste parfait, mais il n'est pas seul.
John Berntal, Ray McKinnon et Tracy Letts laissent une copie très propre et soutiennent les premiers rôles avec brio. Pour ne rien gâcher, la photographie de Pheidon Papamichael, oui c'est son vrai nom apparemment, le directeur photo attitré de James Mangold, donne au film un aspect presque crépusculaire qui termine de transmettre cette idée que décidément, on assiste aussi bien à l'écran que dans la vraie vie à la fin d'un cycle et que les choses ne seront plus vraiment jamais comme avant. Libre à nous d'accepter cette réalité, de remercier ceux qui ont bâti cet édifice et de passer au suivant le cœur léger en réalisant la chance qu'on a pu avoir de voir de telles œuvres exister. Si vous aimez le soleil de Californie et la lumière qu'il engendre, les histoires d'amitié pudique, le bruit du moteur et l'odeur de l'essence, alors Ford v Ferrari, Le Mans 66 en français, est fait pour vous. Il est disponible sur Disney+. En 2019 sortait en France Avengers Endgame d'Anthony et Joe Russo, Les Misérables de Ladj Ly et Parasite de Bong Joon-ho. C'en est fini de cet épisode spécial sport. J'espère que les moins accros au jogging d'entre vous auront supporté la séance. Si c'est le cas et que le podcast vous plaît, abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. C'est très important pour le référencement. Je vous encourage aussi à parler du podcast à un maximum de gens autour de vous. On est très nombreux à aimer le cinéma. Cinécure est un podcast créé et produit par moi-même, Charles-Édouard Wasselin, et distribué par Vaisseau Hypersensas, dont je remercie les membres pour leur patience et leur bienveillance. Je vous rappelle que sur le Discord du Vaisseau Hypersensas, vous trouverez un channel Cinécure où nous parlons de cinéma en général et parfois des films recommandés ici en particulier. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est très gentils et toujours contents de voir de nouvelles têtes. La liste des films recommandés dans tous les épisodes de Cinécure est toujours dispo sur Letterboxd. Vous la trouverez dans mon profil et en description de cet épisode. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas déjà. Je suis présent en tant que Charles-Eddy. Cinécure reprend donc du service, mais ces quelques mois à venir seront un peu différents puisque Cinessentiel est pour le moment entre parenthèses. On prépare la nouvelle saison et je vous donnerai des nouvelles très vite, c'est promis. En revanche, Cinexplore est bien vivant et il y a un nouvel épisode tous les mois avec des invités passionnants. Je vous retrouverai donc d'ici 2 semaines à peu près pour un nouvel épisode de Cinexplore. D'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao!